BFM Business, BFM Crypto, les pros. Amaury de Tonquédec. Bonjour à tous, c'est les pros des cryptos, donc c'est bientôt le week-end, soyez les bienvenus. Le Web3 est le grand absent de la campagne des élections européennes qui auront lieu après-demain. Et c'est bien dommage car c'est notre souveraineté qui est en jeu, notamment quand on apprend hier le rachat par un courtier américain d'une des dernières plateformes crypto européennes. Et c'est dommage, je le disais. Oui, Nika arrive, mais aurons-nous un cadre réglementaire européen sans acteurs européens? C'est la question du jour. Pour en parler, j'accueille Claire Balva, directrice de la stratégie chez Deblock. Bonjour Claire. Bonjour Amaury. Owen Simonin, fondateur de la chaîne YouTube Asher et CEO de Meria. Mais ce n'est pas tout. Seulement 5 mois après leur lancement, aux États-Unis, les entrées nettes dans les ETF Bitcoin Spot viennent de dépasser les 15 milliards de dollars. C'est beaucoup, surtout quand on sait que, d'après la plupart des études, on pensait faire ce chiffre en un an et on le fait en moins de 5 mois. Il n'y a pas que les ETF qui battent des records, les memecoins aussi. Un demi-million de memecoins créés sur la blockchain Solana le mois dernier. C'est complètement fou, mais l'heure n'est pas à la fête. Du côté des stablecoins, le règlement MiCA fait ses premières victimes. On apprend cette semaine la fin du stablecoin Lug, entreprise française en plus. Binance limitera, elle, les stablecoins non autorisés, entre guillemets, dès le 30 juin. Et bien sûr, on partira aux États-Unis faire un point sur la campagne présidentielle en cours. Mais dans 13 jours, c'est officiellement l'été. Avant de partir en vacances, certains veulent se rassurer. C'est l'heure du point marché avec Vincent Gann, analyste financier indépendant. Bonjour Vincent. Bonjour Amaury, bonjour à tous. Vincent, on a eu un chiffre très attendu cette semaine, le rapport sur l'emploi américain qui a été publié il y a une demi-heure. Et les créations d'emplois sont bien supérieures aux attentes et ça ne plaît pas au marché, car cela pourrait encore repousser la potentielle baisse des taux de la Fed. Avant cette annonce, on avait un Bitcoin qui était proche des 72 000 $ et il a vite chuté en deçà des 71 000, Vincent. Oui, il y a eu un petit drop du BTC de 71 700 à 71 2 dans la foulée du chiffre. Moi, je trouve que les réactions du marché sont un peu exagérées. Ce fameux rapport NFP, donc rapport sur le marché du travail aux États-Unis, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est basé sur un sondage et souvent les chiffres sont révisés le mois d'après, mais tenons compte quand même de ce qui a été publié aujourd'hui. Effectivement, des créations nettes d'emplois qui dépassent les attentes. Donc l'impact, il est immédiat, pas forcément sur les cryptos, mais sur les taux d'intérêt du marché. Il y a un vrai pump, pour reprendre un terme crypto, là sur les taux d'intérêt du marché, et donc par corrélation BTC a un peu droppé, mais je trouve qu'il tient bien. Après, si on regarde le rapport NFP aujourd'hui en détail, il y a une deuxième chose qui ne plaît pas au marché, et là je ne peux pas le nier, c'est le lien entre emploi et inflation, à travers la statistique de la croissance des salaires, qui effectivement est supérieure aux attentes et rebondit par rapport à la tendance qui était la sienne depuis le début de l'année. Par contre, et là je pense qu'on va peut-être en parler un peu davantage pendant la session US, parce qu'on verra bien la clôture avec la session US, il y a une troisième partie de ce rapport NFP qui est le taux de chômage, qui atteint 4% de la population active et qui est au plus haut de 2 ans. Et ça, je pense que ça pourra agir sur le marché dans un second temps. Enfin, pour moi, je trouve que la réaction là du marché, du côté des taux d'intérêt est excessive. Bitcoin, lui, tient bien. Il est dans ce petit trading range qu'il développe depuis 48 heures entre 70 200 et 71 700 et il n'en est pas sorti. Et si on prend encore un peu plus de recul, pour le moment, rien n'indique que la phase de reprise haussière qui a démarré le 1er mai est terminée, tant que le marché n'a pas cassé de support. Donc, statu quo technique pour le BTC, là en intraday, on verra avec la clôture US. Bon, réaction négative des marchés, mais on le précise pour ceux qui nous réécouteraient plus tard. Voilà, on est un peu plus d'une demi-heure de la publication du chiffre, donc voilà, c'est toujours un petit peu chaud dans ces moments-là. Si on prend un petit peu de recul, on est à plus d'un mois et demi du halving. Le record historique de Bitcoin, le dernier au-delà des 73 000 $, c'était mi-mars. Est-ce que certains sont un petit peu impatients, se disent bon, on n'a toujours pas battu ce record-là, Vincent? Est-ce que ceux qui sont impatients ont raison de l'être? Non, moi je dis soyez pas déçus et surtout soyez patients. Effectivement, je regarde un peu tous ceux qui ont l'habitude de communiquer négativement sur le cours du Bitcoin depuis un mois et demi. Ils disent vous voyez, on vous l'avait dit, le halving ça sert à rien, mais ils ont juste pris 5 minutes à creuser un peu le sujet et voir que de toute l'histoire du Bitcoin, il n'y a jamais eu d'envolée verticale du prix du BTC dans les semaines qui ont suivi. Statistiquement, c'est que, en tenant compte uniquement du cycle monétaire BTC, donc j'oublie les fondamentaux de la finance traditionnelle, mais en tenant compte uniquement des fondamentaux du BTC, c'est plutôt 80-100 jours. Donc pour l'instant, il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Moi, je dis le cadre haussier de moyen terme, le long terme, il est posé. Les ETF, le halving est passé. Maintenant, le vrai décollage, ce qu'on appelle le bull run, tout le monde l'attend. Je ne sais pas, cet été, peut-être au début de l'automne, mais ça, il sera permis par les fondamentaux de la finance traditionnelle. Donc ne soyez pas déçus, patience. Le halving produira largement ses effets à horizon 12 mois.
Message de sagesse de Vincent Gann, donc analyste financier indépendant. Merci Vincent et excellent week-end à vous. La nouvelle cette semaine, un peu malheureuse, Claire, c'est Bitstamp, l'une des dernières grandes plateformes européennes rachetées par le courtier européen Robinhood, et ça pose beaucoup de questions. Oui, alors on dit malheureuse parce qu'effectivement, en tant qu'Européens, ça ne nous réjouit pas. Maintenant, j'imagine que pour Bitstamp, c'est plutôt une bonne nouvelle parce que ça va leur donner des fonds pour se développer plus avant. Mais il faut bien se rendre compte de ce qui se passe ici. Si on prend l'équivalent dans la finance traditionnelle, c'est un peu comme si la plus grande banque européenne venait de se faire acheter par un Américain. Donc forcément, ça pose beaucoup de questions en termes de souveraineté européenne. Bitstamp, c'était grosso modo le seul exchange qui avait une envergure significative en Europe. Donc c'est une plateforme qui existe depuis 2011, qui avait été créée au Royaume-Uni, qui est maintenant basée au Luxembourg, qui était connue d'à peu près tout le monde dans le secteur en Europe. Et en fait, il y a beaucoup d'autres plateformes et de courtiers qui se fournissent chez Bitstamp parce que justement, c'est l'acteur européen le plus gros en matière d'exchange et de gestion de la liquidité. Claire, c'est que Bitstamp, en fait, c'est pas que Bitstamp. C'est-à-dire qu'en fait, il y a plein d'autres acteurs européens et institutions qui se servent de Bitstamp, et c'est là le sujet. Bien sûr, alors les acteurs européens ne se servent pas que de Bitstamp, évidemment, ils se sourcent aussi chez d'autres acteurs, notamment des acteurs américains. Mais c'est vrai que Bitstamp, de par son envergure, était un acteur chez qui de plus petits acteurs pouvaient se fournir. Et ça, effectivement, c'est très important parce que ce que ça veut dire, c'est que les Américains, en mettant la main sur Bitstamp, mettent aussi la main sur tout un tas d'autres acteurs européens en réalité et sur une bonne partie de la souveraineté européenne. Il y a aussi une distinction peut-être à faire entre ce qu'est un exchange comme Bitstamp, c'est-à-dire qui gère sa propre custody, la liquidité, et puis ce que sont des courtiers qui se fournissent chez d'autres plateformes. Et pour notre souveraineté, ce qui est extrêmement important, c'est qu'on ait, non pas des courtiers, même si c'est évidemment très bien pour l'industrie qu'on ait des courtiers chez nous, mais c'est qu'on ait aussi des exchanges. Et ça, il y en a très peu. Et en fait, en Europe, aujourd'hui, des exchanges de taille significative, il n'y en a plus. Et donc, et ça, c'est sûr que c'est pas réjouissant pour la souveraineté européenne. Owen, là, ce qui se passe avec Bitstamp, ce que nous a dit Claire, c'est que finalement, la Bitstamp, on va à la racine, finalement. Et c'est un problème. C'est un problème, oui, c'est certain. Après, on peut toujours le voir d'un deuxième œil en se disant que c'est quand même un signal faible assez important. C'est Robinhood qui se positionne, qui rachète un exchange. On commence à avoir des géants de la finance traditionnelle et des fintechs qui commencent à se dire que les exchanges de crypto sont des plateformes qui sont stratégiques. En tant qu'entrepreneur qui fait tourner une fintech, ça fait toujours plaisir de voir ce genre d'acquisition. Par contre, c'est vrai que d'un point de vue purement européen, c'est bien, on a un cadre, on a une régulation, encore un peu trop floue sur certains points, mais elle est là. C'est vrai qu'on n'a pas d'exchange en Europe, en tout cas pas de taille suffisamment significative. Alors qu'on est à l'aube de l'une des régulations les plus strictes pour toutes les sociétés crypto, on va devoir respecter des cases et rentrer dans un cadre qui va être très délicat si jamais on aura par simple solution en fait que de passer par des acteurs américains. J'aimerais avoir votre avis, si vous en avez un, sur le prix d'acquisition de Bitstamp. On parle de 200 millions de dollars. Certains disent que c'est pas cher. Alors, c'est effectivement pas cher quand on regarde par rapport au nombre de clients. Je crois que c'est à peu près $50 par client. Là où revendique plus de 4 millions de clients qui sont principalement européens. C'est ça. Donc ça valorise à peu près à $50 par client, là où un exchange comme Coinbase est valorisé à plusieurs centaines de dollars par client. Donc effectivement, on se rend compte que l'ordre de grandeur n'est pas le même. Maintenant, c'est vrai que Coinbase est entré en bourse aux États-Unis, est aussi la plateforme qui sert à des ETF, donc à d'autres arguments que simplement son nombre de clients pour expliquer sa valorisation. Beaucoup d'entrepreneurs en Europe s'étonnent de cette valorisation faible. Maintenant, quand on regarde l'EBITDA par exemple de Bitstamp, on voit que c'était pas non plus une entreprise extrêmement rentable et florissante. Et puis, de manière générale, quand il y a un rachat, c'est le marché qui parle. Donc finalement, ils ont dû recevoir plusieurs offres. Le prix du marché finalement. C'est exactement. Pas spécialement surprise par cette valorisation. Non, je la trouve un peu faible, mais elle me choque pas. Pareil, Owen ? Pareil, je la trouve un petit peu faible. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a derrière ? Au niveau, est-ce que c'est une acquisition totale ou est-ce qu'il va y avoir une gouvernance qui va encore se partager ? Est-ce qu'il y a des projets de co-construction avec ? Donc, il y a plein de leviers au-delà de simplement la valorisation. Mais c'est vrai que d'un point de vue de son prix, ça paraît faible, surtout avec le marché comme on le voit aujourd'hui. Après, Bitstamp, de par sa position en Europe, n'était pas non plus le partenaire de choix qui était fait pour aller sourcer au niveau des cryptos. En tout cas, je sais que sur plusieurs de nos structures, quand on va sourcer, c'est rarement Bitstamp qui était le plus compétitif, parce qu'il y a plus compétitif hors de l'Europe, en fait, tout simplement. Faut bien voir aussi que ce qui est racheté, c'est pas juste le nombre de clients de Bitstamp, même si c'est un élément important, mais c'est aussi le délai réglementaire supplémentaire que ça va permettre d'avoir. C'est un pied à terre en Europe finalement.
C'est un pied-à-terre en Europe. Et puis finalement, Bitstamp devrait bénéficier des 18 mois supplémentaires auprès de la réglementation MiCA. Et donc, pour Robinhood qui cherche à arriver en Europe, ça leur permet d'avoir déjà un pied-à-terre qui est enregistré et donc de pouvoir avoir plus de temps pour se conformer à cette réglementation-là. Donc c'est aussi une manœuvre un peu tactique du point de vue réglementaire, en plus de l'opération financière. Bon, et toujours, voilà, tout ça à quelques mois de l'entrée en vigueur du règlement MiCA. On voit que le règlement MiCA va entrer en vigueur dès le 30 juin, donc à la fin de ce mois, pour tout ce qui est stablecoin. Et il y a déjà des premières victimes, Claire, on l'a dit tout à l'heure, le stablecoin Loog, qui est d'ailleurs une entreprise française, un stablecoin euro, oui, qui nous quitte a priori parce qu'il n'arrivera pas à se conformer aux exigences de MiCA. Oui, alors on peut rappeler l'historique quand même de Loog, qui était un stablecoin lancé par l'entreprise Casino. Qui effectivement, de surcroît, ne va pas très bien en ce moment. Et Loog avait la particularité à son démarrage de se positionner pas comme un stablecoin euro à lister sur des plateformes, mais initialement c'était, en tout cas sur la communication, une sorte de point de fidélité qui allait être utilisé pour les membres du réseau Casino. Alors ça a un peu évolué, puisque l'équipe de Loog a bien compris que les stablecoins euro devaient être listés sur des plateformes, etc. Mais ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que pour être un stablecoin euro, à partir du 30 juin, il va falloir se conformer à la réglementation MiCA, et il va notamment falloir une licence EMI, ce que n'a pas l'entreprise qui gère aujourd'hui Loog. Et donc, le choix, il était simple. Soit il fallait aller chercher la licence EMI, soit on arrêtait. Et je pense qu'aller chercher cette licence, c'est un combat assez long, assez important, et surtout, ça demande pas mal de ressources financières. Et je pense que ce n'était pas du tout une priorité stratégique pour le groupe Casino aujourd'hui. Stablecoin lancé par Casino, il ne faut pas dire ça à Jean-Marc Daniel. Sinon, ça va lui donner des arguments pour... non, il aime bien les petites blagues. Tous les jours, il passe me voir sur le cours du Bitcoin. Je pense qu'il passera me voir lundi si ça a un peu baissé. Bon, en tout cas, on salue Jean-Marc. Il y a aussi Binance qui va se conformer à la réglementation MiCA, qui a annoncé, en tout cas, réduire l'utilisation des stablecoins non autorisés, entre guillemets, par MiCA dès la fin de ce mois-ci, donc dès le 30 juin. Ouais, en fait, ils ont annoncé qu'ils allaient se conformer à la réglementation, ce qui peut paraître basique, mais ce qui finalement ne l'était pas tant que ça venant de Binance, c'est toujours bien de le rappeler. Et puis comme c'est l'acteur le plus gros sur le marché, c'est toujours un symbole fort quand Binance dit voilà, la réglementation arrive à partir du 30 juin et nous on s'y conforme. C'est intéressant aussi de voir comment ils vont le faire. Parce qu'une des grandes questions, c'est celle de l'USDT, qui est le stablecoin dollar le plus utilisé sur le marché, et qui, lui, a annoncé ne pas vouloir se mettre en conformité avec la réglementation européenne. Donc il y a quand même cette question gigantesque au milieu de la pièce, qui est est-ce que les plateformes d'échange vont délister l'USDT, le principal stablecoin, à partir du 30 juin. Ce que Binance a annoncé, c'est qu'ils allaient pas vraiment le délister, même si ce à quoi on assiste, c'est une sorte de délisting soft, assez doux et transitoire. C'est-à-dire qu'ils vont simplement enlever la fonctionnalité achat de l'USDT, mais il sera toujours possible de vendre ces USDT et de les déposer pour ceux qui en ont, sur Binance. Exactement. A priori, ils pourront quand même donc ça laisse quand même entrevoir une sorte de période de transition assez longue où on pourra toujours revendre ces USDT sur Binance, mais on ne pourra plus en acheter. C'est quand même un signal assez fort, d'autant plus que d'autres plateformes ont annoncé qu'elles se posaient des questions aussi, comme Kraken, comme OKX, comme d'autres. Donc on risque de voir pas mal d'annonces similaires d'autres plateformes dans les semaines qui viennent. C'est très mauvais signe pour l'USDT qui globalement se coupe petit à petit du marché européen. Bon, c'est un peu compliqué sur les stablecoins. Owen, un mot là-dessus? Et c'est une grosse opportunité parce qu'il y a un marché qui s'ouvre. On a toujours Circle qui est dans les starting blocks. Globalement, ils ont été PSAN. Maintenant, ils attendent leur établissement de monnaie électronique. La vraie grosse question qu'on se pose, c'est est-ce qu'ils l'auront d'ici là? Parce qu'il faut un deuxième champion pour prendre la place du USDT. Et à côté de ça, on a de la grande institution financière européenne qui va se positionner très bientôt et qui va lancer son stablecoin. Est-ce que c'est une question de semaine ou une question de mois? On n'en sait rien, mais il y aura des substituts, évidemment. Bon, un autre marché qui se porte bien, Owen, 5 mois après l'approbation des ETF Bitcoin Spot aux États-Unis, ça y est, on a passé le cap symbolique des 15 milliards de dollars de flux sur ces ETF. C'est assez incroyable parce que selon certaines études, on pensait que ça allait prendre 1 an et finalement, en moins de 6 mois, ça y est, on passe ce cap. C'est une grosse surprise. Sur la période donnée, c'est 25% des flux entrants sur les ETF de BlackRock, consolidés, 50% pour Fidelity, 56%. Donc c'est un pari réussi, un gros pari, qui ouvre plein d'autres questions. Déjà, on a également Vanguard, qui est un gros émetteur d'ETF, qui n'a pas d'ETF sur Bitcoin. Du coup, vu les résultats et vu ce que ça représente pour certains de ses concurrents, peut-être un pivot attendu, qui pourrait encore apporter de la liquidité. D'un autre côté, on a certains fonds qui proposent des ETF qui du coup sont en train de revoir à la hausse suite à ce qui vient de se passer sur Ether. On a l'ETF Ether qui a été accepté. On a Vanek par exemple qui annonce un
Ether à plus de 22 000 $ d'ici 2030. C'est incroyable. Ouais. Vous y croyez ou pas, ça? J'ai envie d'y croire, en tout cas. Franchement, des prédictions d'ici 2030, c'est super risqué. Oui, c'est loin. Mais c'est dans 6 ans, hein. C'est pas si loin, en fait. En fait, c'est loin à l'échelle des crypto-monnaies, c'est demain à l'échelle d'une vie d'investisseur. Mais on parle quand même d'un multiple, un bon x5, x6, quoi. Déjà, prendre le pari des 10K sur Ether, il faut avoir envie de le tenir. Maintenant, parier aussi haut dans aussi peu de temps, c'est ce que je souhaite évidemment à ceux qui en détiennent. La vraie question qu'on pourra se poser derrière, c'est quels seront les autres coins qui pourront passer par la moulinette des ETF. Autant dire que tous ont envie d'y passer. Que ce soit un Ripple, que ce soit un Chainlink, que ce soit un Solana. Mais du coup, il y a deux grosses questions qui se posent. La première, c'est ne pas être une security. Donc là, beaucoup de gens attendent que, comme Ether ne semble pas en être un, on espère qu'il va y avoir d'autres produits sur Ether, comme l'Ether en stacking, peut-être même l'Ether en restaking un jour, peu importe. Mais surtout, que ça vienne clarifier la situation aux US, parce que la politique en joue beaucoup, mais dans les faits, on ne sait pas ce que ça va devenir. Et surtout, est-ce qu'il va y avoir un cadre beaucoup plus clair qui va permettre de dire quel coin peut devenir ou non un ETF ? Et à ce moment-là, ce sont les plus gros qui vont essayer d'avoir leur position. Ce que l'on sait, c'est que globalement, il y a une clarification qui est en cours aux États-Unis et qu'on va définir un actif en tant que commodities ou en tant que securities en fonction de son niveau de décentralisation. Par exemple, s'il y a un holder qui a plus de 20% de la supply, ça ne peut pas en être un. Et donc à ce moment-là, il va y avoir des grosses questions en interne, que ce soit chez Ripple, que ce soit chez Chainlink ou encore Solana. Comment être sûr que ce soit suffisamment décentralisé et comment être sûr qu'on répond à un certain critère de décentralisation pour ensuite essayer d'obtenir ce Graal, parce que là, il faut être totalement franc. C'est simplement un spectre de valorisation. On a un ETF, il y a des flux qui rentrent, le token prend de la valeur. Et les gens vont spéculer sur lequel a le plus de chances. Et donc, on investit dès maintenant. On voit Solana qui prend de la valeur. On voit certains coins qui en prennent dans l'espoir communautaire que c'est le prochain à passer sur les ETF. Claire, le critère pour potentiellement être éligible à un prochain ETF spot aux États-Unis, c'est que la décentralisation ou il y a autre chose à regarder ? Non, alors c'est difficile à dire parce que ça n'a pas été spécifié par le régulateur. C'est clairement pas le cas et on ne sait même pas encore qui va s'en occuper. Est-ce que c'est la SEC, est-ce que c'est la CFTC, on ne sait pas. C'est ça, donc on n'a pas de guideline clair. Il y a ce qu'on appelle le test de Howey aux États-Unis qui permet effectivement, selon un certain nombre de critères, de définir si c'est une security ou non. Il y a le niveau de décentralisation, il y a aussi le fait de promettre une sorte de rendement aux investisseurs et de leur promettre des gains. C'est-à-dire que si vous avez quelque chose qui ressemble à une sorte d'entité centralisée, ou même si elle est plus ou moins décentralisée, mais qui finalement promeut son jeton en disant que vous allez gagner de l'argent en l'achetant, ça ressemble quand même plus pour le régulateur américain à une security qu'à une commodity. Maintenant, là, on est dans un débat où ceux qui peuvent répondre sont en réalité des juristes américains spécialisés, et c'est très difficile, même pour eux, d'y répondre, parce que, encore une fois, il n'y a pas de clarté de la part du régulateur américain sur ce sujet-là. Donc honnêtement, c'est ça qu'on attend en fait dans les prochains mois. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on assiste à une sorte de qualification de l'Ether comme commodity dans les faits, parce qu'il y a des ETF, mais on n'est pas sûr que la SEC ait abandonné ce combat-là non plus, quoi. La question, c'est est-ce que ça fera jurisprudence ? Exactement. Ok. Justement, la réglementation aux États-Unis passera par la politique. On a une élection qui arrive en novembre de cette année. Où est-ce qu'on en est aux États-Unis ? Ça a beaucoup bougé, il y a eu des revirements. Quel est votre sentiment là-dessus, Owen ? Clairement, le sujet crypto a commencé à être un sujet qui s'est politisé. Il fallait avoir une position, et pour faire simple et pour le résumer, parce que c'est jamais parfait comme réponse, mais avant, prendre position pour les crypto-monnaies pouvait faire perdre des voix. Il semblerait que ce soit l'inverse aujourd'hui. En tout cas, on voit très bien Donald Trump qui utilise le côté pro-crypto, sa position et sa volonté que cette révolution technologique se fasse aux États-Unis. Et il a carrément pris la parole en rentrant en direct sur le sujet, en disant voilà, si moi je suis au pouvoir, ça ne se fera pas ailleurs et la révolution, elle sera américaine. En tout cas, celle des crypto-monnaies, du Bitcoin, des Ethers. Et il faut arrêter d'être contre les crypto-monnaies et essayer de tuer les cryptos. Mais même au niveau de la politique, on avait un moment où c'était plutôt les républicains pour les crypto-monnaies, les démocrates contre. Et maintenant, c'est plus très vrai. C'est plus très vrai. Alors, il y a toujours une tendance quand même, mais on commence à avoir des décisions qui sont votées et qui sont également soutenues par les démocrates. Tout le monde commence à s'aligner vis-à-vis d'une acceptation et comprennent que même si c'est un sujet qui est politisé, on ne peut pas juste dire bien ou pas bien à une technologie parce qu'on est bleu ou parce qu'on est rouge.
finalement. Et donc ça devient un sujet qui, et il semblerait, même Biden et sa position qui était plutôt contre, ou en tout cas qui semblait se ranger du côté de la SEC, qui semble évoluer, et même s'ils maintiennent des positions de protection du consommateur, ils commencent à s'ouvrir à ces sujets et ne semblent pas vouloir échapper cette techno. Il y avait des postures en fait assez démagogiques de part et d'autre. Effectivement, côté Trump, certains qui sont très très pro-crypto, et on le voit, enfin moi je le vois comme une posture assez opportuniste, tout comme certains étaient anti-crypto aussi de manière assez électoraliste dans le camp démocrate et proposaient des réglementations qui n'avaient pas vraiment de sens et qui étaient inapplicables. Donc aujourd'hui on a l'impression que tout le monde se retrouve aussi un peu au Congrès américain pour aller chercher finalement ce qui fait sens pour cette industrie, ce qui fait sens aussi pour protéger le consommateur. Et donc on voit là que les positions sont bien plus nuancées. On peut dire qu'aujourd'hui être pro-crypto aux États-Unis, vaut mieux être pro-crypto. Il y a moins de risques à être pro-crypto aux États-Unis qu'anti-crypto. On peut le dire ça, politiquement parlant, je parle. Oui, je pense qu'en tout cas, ça a shifté dans les dernières semaines. Maintenant, seul l'avenir le dira, parce qu'aujourd'hui, on a des sortes de tentatives de la part des hommes politiques américains. Est-ce que ça va se vérifier dans les urnes ? Je ne sais pas, mais je pense qu'ils ont fait un calcul assez cynique en se disant, est-ce que ça va me rapporter des voix de dire que je soutiens l'industrie crypto ? Ils se sont dit que oui, il y a dû avoir des sondages, ils l'ont fait. Maintenant, est-ce que derrière, dans les faits, ils vont vraiment mener une politique pro-crypto, ça reste à démontrer. Bon, en tout cas, nous, en Europe, on a les européennes après-demain. Et crypto, on n'en parle pas du tout. Il y a peut-être un parti qui en parle un petit peu, c'est le parti pirate. Ouais, nous, Claire, comment est-ce qu'on peut expliquer que chez nous, en Europe, ce soit pas du tout un sujet comme aux États-Unis, en tout cas pour l'instant, d'un point de vue politique ? Je suis pas super à l'aise avec la question, mais en tout cas, il y a un truc que je ressens et qui est certain, c'est que le cadre était jusqu'à présent, en tout cas, plus clair. Il y a des incertitudes sur plein de nouveaux sujets, mais il y a des questions très importantes comme est-ce qu'une plateforme a le droit, avec telle licence, de vendre du Bitcoin ou de l'Ether ? Oui. Et donc, il y avait un vrai besoin qui devenait urgent et il y avait un point de souffrance sur les crypto-monnaies aux États-Unis. C'est ce point de souffrance qui a été utilisé par la politique pour dire « moi, j'y mettrai un terme ». Ça devenait intéressant, stratégique, surtout quand on sait qu'un Américain sur 4 est prêt à voter pour un candidat pro-crypto. Selon certains sondages, même si on le sait, c'est basé sur des échantillons qui doivent être représentatifs, mais en tout cas, il y avait un sujet là-bas. Ce sujet n'y était pas. Ou en tout cas n'y est pas encore en Europe, et il y a déjà un cadre qui est sur le point d'arriver. Donc une partie de ces questions sont en train de trouver des réponses, et ça ne sert à rien de prendre position contre ou pour le cadre, puisqu'il est encore en train d'être défini. Donc on peut difficilement se positionner contre quelque chose qui arrive et qui est en train de s'écrire finalement. Trop tôt quelque part, donc Claire, un avis là-dessus ? Oui, je suis complètement d'accord avec ce que vient de dire Owen. Il y a moins ce point de souffrance en Europe. Je pense aussi qu'il y a une adoption moindre des cryptos en Europe par rapport aux États-Unis, et donc c'est moins stratégique de se positionner pour les cryptos ou même contre. En fait, c'est pas très stratégique d'en parler parce que c'est un sujet moins important, tout simplement, qu'aux États-Unis en termes d'adoption. Bon, et il nous reste 1 minute. En parlant de politique, on a plein de meme coins qui fleurissent sur la blockchain Solana. On en a plus d'un demi-million quasiment le mois dernier. Et on a notamment une tendance qui est les political memes, donc des mèmes politiques. Qui veut réagir là-dessus ? C'est grave. Franchement, c'est difficile de réagir parce que ça n'a pas beaucoup de sens. Il y a même Vitalik Buterin, donc du coup le fondateur d'Ethereum, qui lui réagit là-dessus. Mais normal, puis il a pris la parole pour dire que qu'il y ait de la volatilité, qu'il y ait des coins qui soient plus ou moins utiles, des tentatives qui soient plus ou moins vaines, et qu'on essaye de créer des choses qui échouent, ça fait partie du jeu. Moi, je suis pour les coins finance, mais utiles. Voilà. Si ça sert, et si ça a pour but de servir un jour, ou si ça permet des avancées technologiques. Il dit le problème de ces coins, c'est que c'est la financiarisation. C'est l'objectif final. Ça sert à rien d'autre qu'une spéculation et qui n'a même pas pour but. Enfin, c'est un inconnu qui crée un coin qui s'appelle Biden au lieu de Biden et qui montre quand il y a des bonnes nouvelles pour Biden. Et ils ont créé le Trump ou je sais trop quoi et qui représente l'élection et la position de Donald Trump. Donc ça n'a même pas de sens et ceux qui en profitent, c'est souvent leurs créateurs. On le rappelle, soyez très très prudents là-dessus. Il n'y a aucun fondamentaux derrière ces coins, donc soyez encore plus... prudent sur les autres. J'ajouterais qu'il faut d'autant plus se méfier des chiffres qu'on voit et des volumes qu'on voit, parce qu'on n'est absolument pas certain, notamment sur Solana où c'est quand même relativement facile de créer du volume artificiel, que le volume qui soit représenté sur ces mêmes coins soit réellement du volume géré par les utilisateurs et pas simplement du wash trading. Ouais. Et bien prudence, Owen. Non. Un utilisateur lui-même peut se créer 2 adresses et s'échanger des millions entre lui, montrer publiquement qu'il y a des centaines de millions d'achats sur le marché, alors qu'en fait c'est lui qui s'est fait 50 transactions de 2 millions. Et donc il y a des gens qui se disent bon dans le doute, j'investis, je mets un peu d'argent. Et des fois ça monte. Et puis après c'est une question d'offre et de demande. S'il y a suffisamment de gens qui viennent jouer et qu'il y a suffisamment de joueurs, eh bien ça va monter, ça va descendre, mais généralement le créateur est loin d'être le grand perdant.
Et bien prudence sur ces mêmes coins. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Owen Simonin, fondateur de la chaîne YouTube Asher, SEO de Meria. Claire Balva, directrice de la stratégie chez Deblock. Merci d'avoir été avec nous. Merci de nous avoir suivis. Excellent week-end à tous. Semaine prochaine, retour de Guillaume Sommerer, vendredi à 15h. Merci. BFM Business, BFM Crypto, les pros.